Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui sont là. Il y a beaucoup de questions qui sont arrivées, qui sont déjà arrivées. Je remercie à ceux qui ont pris un peu de temps dans cette heure grave de notre pays pour débattre. Merci à ceux qui ont beaucoup écrit et j'ai beaucoup répondu dans la journée. D'abord, je pense que cette crise vient de très très loin. Beaucoup d'entre vous connaissent mon histoire. Je crois que c'est lié à des fractures qui viennent de très très loin. D'une classe politique qui s'est d'abord divisé de manière artificielle pour des jeux de pouvoir, qui s'est pipolisé et qui n'a plus vu ce qui se passait dans le pays. J'ai très vite senti, moi, dans mon expérience personnelle, il y a 40 ans en tant que directeur d'un centre social, dans mes entreprises, j'ai très vite senti que ce lien était absolument nécessaire. Vous savez qu'en dernier, j'ai commencé des séminaires citoyens sur le budget. C'est un clin d'œil que ce sujet, ce soit le sujet qui fasse aujourd'hui, qui soit irritant aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous ont participé. J'ai essayé justement d'amener ce sujet. Voilà. Je crois aussi une chose très importante à retenir de mon côté, c'est que l'adversaire originel de la démocratie, c'est la foule. C'est la foule qui ne réfléchit pas, la foule qui peut être violente, la foule qu'on peut manipuler. C'est ça l'adversaire originel de la démocratie. Et je crois que c'est ça, c'est ça qui est en train de se jouer. C'est pour ça que je multiplie les initiatives, que je prends beaucoup de temps pour répondre de manière très précise à vos questions, comme je l'ai toujours fait, que je fais des séminaires de formation avec vous et que j'essaye vraiment non seulement d'écouter, non seulement de venir auprès de vous, mais de réfléchir et d'aller au fond des choses. Nous vivons un monde complexe, c'est un défi pour la démocratie, afin de ne pas aller dans les simplifications des foules. Vous avez entendu les mesures. Le Premier ministre a annoncé que les taxes qui ont été très irritantes au début seraient retirées du PLF. Pour ceux qui connaissent la façon dont fonctionne le budget de l'État, ça veut dire qu'elles sont annulées, qu'il faudra un PLF rectificatif, une loi de finances rectificative pour les remettre. C'est ce pourquoi certains journalistes ne comprenaient pas exactement la différence et ce que ça voulait dire. C'est pourquoi le président a insisté en disant elles sont supprimées, parce que c'est l'état de fait. Les retirer du projet de loi de finances, ça veut dire les supprimer. Nous avons une journée qui se maintient, nous avons des embryons dans ce mouvement social, des embryons d'organisation, ce qui n'est pas mal. Moi, je dirais que c'est un mouvement citoyen certainement. Pour moi, ce n'est pas un mouvement démocratique. La démocratie, c'est une organisation. La démocratie, c'est une histoire. La démocratie, c'est quelque chose d'un peu rigide, mais qui permet d'avancer. Par contre, je pense qu'il y a des embryons de réappropriation citoyenne dans ce mouvement. Et j'espère que c'est tous ces gens qui, sur les ronds-points, recommencent à discuter, recommencent à réfléchir, continueront à approfondir leur meilleure connaissance de la démocratie et du fonctionnement de l'État et participeront à l'aventure nationale, comme vous êtes nombreux à participer dans ma circonscription. Le problème de la violence, c'est le problème de la foule stupide dont j'ai parlé il y a 25 minutes. Et je crois qu'il y a des gens qui sont manipulés, je crois qu'il y a des effets d'annonce, des effets d'image, et que c'est ça aujourd'hui qui menace la démocratie, comme la foule a toujours menacé la démocratie il y a 200 ans, il y a 5000 ans, il y a 2000 ans, il y a 200 ans, il y a 20 ans. C'est toujours la foule qui menace la démocratie. Je pense que nous avons fait du travail qui va dans le bon sens depuis un an. C'est compliqué. C'est vrai que la majorité a eu énormément de choses à faire et c'est parfois euh, éloigné, c'est parfois enfermé. Je crois qu'il y a un énorme problème c'est très difficile en France de faire évoluer au même rythme la conscience des citoyens, l'acceptation de l'administration et l'administration qui est responsable mais qui est très ancienne et qui a une espèce d'inertie et la prise de responsabilité et le courage des hommes politiques. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire et c'est ce que j'essaye de vous proposer. Euh, J'espère que la journée de demain sera une journée qui n'aura pas de morts, qui n'aura pas de blessés, et que ça sera une journée où on pourra continuer à approfondir et comme l'a très bien dit notre président de groupe, à utiliser cette crise pour aller plus loin. Le mot de crise est un très beau mot en grec. Hein, c'est un mot qui veut dire à la fois déchirer, à la fois voir plus loin. Et ben, j'espère que c'est ça que nous sommes en train de faire et que nous ne sommes pas en train de vivre des tournants que nous regretterions tous plus tard.
Oui, c'est une question sur le niveau de la contradiction entre le fait que nous avons en France un niveau de prélèvement qui est le plus élevé qui est le plus élevé d'Europe, et en même temps un niveau de service qui laisse les gens insatisfaits. Donc c'est une contradiction énorme. Je voudrais dire deux choses par rapport à ça. D'une part, quelque chose qui me paraît fondamental, c'est que le débat démocratique, c'est d'abord là qu'il doit commencer. On ne peut pas commencer un débat démocratique en cloisonnant, en disant moi j'ai besoin d'un bus, moi j'ai besoin d'une école, moi j'ai besoin qu'on m'aide à exporter, etc. Le débat démocratique devrait d'abord se poser sur euh, quel est le niveau de service public, la définition des services publics, qu'est-ce que c'est un service public, est-ce que l'école c'est un service public évident, mais il y a d'autres services publics, est-ce qu'il y a une entreprise à exporter, est-ce que c'est un service public, est-ce que ça ne devrait pas être un service public? Ce sont ces questions-là qu'il faut poser au départ et qui ne sont pas débattues démocratiquement en France, qui ne sont pas utilisées. Donc il faut absolument que ce débat se pose. C'est ce que Marielle de Sarnez appelle ce matin un nouveau contrat civique. C'est exactement de ça qu'on parle. Et c'est ça la fracture qui s'est faite. C'est-à-dire on a des choses qui tournent en rond, des débats civiques, des dépenses publiques qui tournent un peu en rond, donc on n'est plus sûr si elles sont acceptées dans leur principe, pas uniquement dans leur montant, dans leur principe par l'État, par les citoyens. Par exemple, un débat que j'avais annoncé pendant ma campagne, auquel je tiens beaucoup, c'est nous devons débattre démocratiquement et choisir en tant que nation quel est le niveau d'énergie individuelle utilisé en 2050. Ça, c'est un débat important. Nous devons débattre sur quel est le niveau de revenu qui permet à quelqu'un, qui ne permet plus à quelqu'un de vivre. Ça, c'est un débat, nous devons l'établir. Et ce n'est qu'après qu'on pourra regarder, en fonction de ce qu'on doit faire, qu'on pourra voir comment le service public, comment il exprime cette solidarité dans la nation. Le deuxième sujet, c'est pourquoi, alors qu'on a le taux le plus élevé, pourquoi on a une insatisfaction des services publics, pourquoi on ferme les services publics alors que les dépenses publiques augmentent. Ça, je crois que ça fait partie de quelque chose qui est extrêmement difficile, qu'il faut mener calmement, fermement, qui sont qui a trait au fonctionnement de l'État. Nous avons un État qui est extrêmement difficile à faire évoluer dans ses attributions. Vous savez que je suis rapporteur d'un budget, je vois l'extrême difficulté d'utiliser un budget de manière un peu différente de ce qu'on a fait pendant 20 ans. Et ça, c'est une réforme, il faut la faire, il faut la mener. C'est une réforme qu'on a commencé à mener, que cette majorité a commencé à mener, qui ne va pas être efficace tout de suite. Mais je crois que c'est là qu'on arrivera enfin à ce que le niveau de prélèvement obligatoire soit à un niveau acceptable et en même temps que les services publics, y compris les services de solidarité, soient des services qui satisfassent la majorité de nos concitoyens et qui soient le fruit d'un débat démocratique. Alors, le programme de la majorité présidentielle pour remettre les deux en adéquation, c'est un document qui existe, c'est un document qui a été voté 2 années de suite, qui s'appelle la loi de finances pluriannuelle et la programmation pluriannuelle. Et nous avons une programmation pluriannuelle qui permet normalement, en 2022, d'arriver en 2022 à quelque chose qui est plus stable et plus équilibré. Et nous l'avons respecté l'an dernier, nous l'avons respecté cette année. Évidemment, comme l'a dit le Premier ministre, aucune taxe ne vaut des morts. Donc il va falloir qu'on reparte à la discussion démocratique, puisque manifestement il y a un rejet. Mais l'idée, c'est bien celle-là, c'est de redéfinir. Il y a des ministères où ça se fait très bien, il y a des choses qui changent, des choses qui évoluent. Et il faut redéfinir le fonctionnement de notre administration par rapport à des décisions démocratiquement prises ensemble. C'est ça qui est important. C'est ça qu'on essaye de faire, mais qui est difficile à faire, surtout dans une société fracturée qui ne pense plus ensemble, qui ne réfléchit plus ensemble, et où les débats se font en 246 sur BFM, sur Twitter, et ça va pas. C'est des choses complexes. C'est des choses complexes. Alors, je voudrais revenir sur cette maîtrise des dépenses publiques en attendant que les questions arrivent. Il faut réduire la dépense publique. Tout le nœud est là. Il faut réduire la dépense publique, mais il ne faut pas la réduire n'importe comment. Il faut la réduire en partant d'un nouveau contrat civique, en partant de choses qui rassemblent, qui
disent, voilà, qu'est-ce qui est important qu'on se paye ensemble, on ne peut plus se payer tout. Il y a des choses qu'aujourd'hui le service public paye par habitude. Il faut qu'on arrive à se dire tous ensemble, on se paye ça, on ne se paye pas ça. L'exemple, ceux qui ont participé à mes séminaires s'en souviennent, de cet exemple de notre formateur, parce que j'avais un formateur, Simon, qui disait, l'exemple typique, c'est la dépense publique des feux d'artifice au 14 juillet. Voilà, ça c'est un exemple. Il prenait cet exemple en disant c'est quelque chose qu'on s'est mis à payer et maintenant ça semble évident qu'une dépense publique puisse concerner un feu d'artifice au 14 juillet. Donc, évidemment, c'est un détail, mais ça prouve cette revue de décision sur qu'est-ce qui est de la dépense publique. Voilà, entre la solidarité nationale, entre l'éducation nationale, entre l'aide à la santé, entre l'aide à l'emploi, tout ça, nous devons revenir à des choses qui soient décidées ensemble, parce qu'on ne pourra pas tout payer. Et c'est bien la contradiction des revendications, bien qu'elles soient citoyennes, mais c'est la contradiction des revendications des Gilets jaunes, c'est de demander à la fois moins de taxes et à la fois plus de dépenses. Ça, tout le monde comprend bien que ce n'est pas possible. Ce n'est pas simple, mais c'est possible. Mais il faut le faire dans le calme, il faut le faire avec des réflexions construites. C'est ce que j'ai essayé de faire en dernier par ces séminaires citoyens. Pourquoi on ne voit pas de plan directeur ou roadmap sur 3-4 ans? Eh bien, monsieur, cher Thierry, monsieur Pi, il existe, il est public. Vous allez sur le site de l'Assemblée nationale, il y a tous les ans, nous votons ce qu'on appelle une programmation pluriannuelle avant le budget, et elle a été votée en 2018, en 2017, elle est respectée en 2018. Nous avons un roadmap, nous avons un plan pour tenir, qui encadre l'évolution des dépenses publiques, l'évolution du PIB, l'évolution des recettes publiques, l'évolution des impôts, et que nous avons respecté. C'est la première fois qu'une majorité, depuis une vingtaine d'années, c'est la première fois qu'une majorité ne change pas ce plan tous les ans. Et donc, il y a un roadmap, il existe. Vous, Assemblée nationale, ou alors vous, gouvernement, vous avez des sites qui sont publics, qui sont très faciles d'accès, où vous voyez cette programmation pluriannuelle de la dépense publique française. Cela existe et nous l'avons voté, nous le votons tous les ans, et pour la première fois, nous le respectons. Évidemment, il y a un petit accroc, là, il va y avoir un petit accroc. Nous allons être obligés de faire un nouveau, ce qu'on appelle une rectification, quand on aura fini ce grand débat qui va démarrer, mais notre majorité travaille avec une roadmap à 3 ou 4 ans. Très bonne question qui m'a permis de faire de l'information démocratique. Alors, question sur Madame Merkel, qui a demandé à ce qu'il y ait un siège, que le siège de l'ONU soit confié à l'Europe. D'une part, c'est pas tout à fait le sujet. C'est une question qui est beaucoup plus complexe que la façon dont on l'exprime là. On pourrait en parler une heure. C'est une question, vous savez que c'est un engagement qui est au cœur de mon mandat, cet engagement pour l'Europe. La petite crainte que j'ai par rapport à cette annonce, pour l'instant, c'est il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'il faut que le renforcement d'une politique commune étrangère de l'Europe soit assumé. Je prends un tout petit exemple et on passera parce que je pense que c'est pas le sujet de ce soir. Attitude par rapport à la Chine. Si elle n'est pas commune, pour l'instant, elle n'est absolument pas commune dans les pays européens par rapport aux routes de la soie et par rapport à tout ça. Tant qu'il n'y aura pas une vision commune de notre attitude par rapport à la Chine, faire passer ce siège à l'Europe, ou bien créera des conflits avec les pays membres, ou bien nous départira d'une part de pouvoir qui nous semble important de garder aujourd'hui. Donc, il y a un certain nombre de préalables, et effectivement, ça semble quelque chose sur lequel on pourrait arriver à terme, et qui marquera le fait que l'Europe devient cette voie dans le monde, cette voie de valeurs humanistes dans le monde. Je m'arrête un peu sur cette question, c'est bien que l'Europe porte des choses qui sont différentes. Je résume parfois en disant, aux États-Unis, le droit au bonheur est dans la Constitution, en Chine, le droit au bonheur, c'est un devoir du Parti communiste. Voilà, nous, on ne parle pas de bonheur, on parle de valeur, on parle d'humanisme, on parle de liberté individuelle et de solidarité. Ce sont ces valeurs que le monde attend de l'Europe aujourd'hui. Ce sont ces valeurs que le monde attend de l'Europe. Donc, une seule voie pour l'Europe dans le concert international, oui, mais ça se prépare et c'est pas
des mesures rapidement annoncées qui peuvent régler le problème. Voilà ma réponse sur la demande de Merkel. Comment pourrions-nous reconnecter les politiques avec la population? C'est une question fondamentale. Moi, j'essaie. Je sais bien que c'est pas beaucoup. J'ai fait des séminaires citoyens l'an dernier, j'en ai recommencé cette année. Ils ont l'air de encore mieux marcher qu'en dernier. On était 100 à Mannheim, on était 35 à Varsovie, ce qui est pas mal. Je voudrais dire deux choses fondamentales qui sont peut-être pas faciles à entendre à ce sujet. D'une part, je crois que c'est un travail qu'on ne va pas faire en 5 minutes. C'est un travail qu'on ne va pas faire à coup d'émissions de radio ou d'émissions de télé. C'est un travail du quotidien. Tous mes collègues députés du Modem sont dans leur circo depuis des mois et ils discutent, ils reviennent. J'ai un collègue qui a dit l'autre jour, ma circonscription, c'est un bureau d'aide sociale et les gens ont besoin de venir discuter. Raccrocher, ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est de la médiation. C'est tout ce que je suis médiateur. Il faut prendre le temps d'écouter, de poser les conflits sur la table et de les démarrer. Si on va trop vite, on crée la violence. On crée l'impatience, on crée la violence. Donc, premièrement, ça prend du temps. Deuxièmement, ça nécessite de la confiance. De la confiance. J'ai travaillé, moi, 11 ans comme directeur d'un centre social sur un quartier où tout le monde n'avait pas le bac plus 5 et j'ai toujours fait confiance aux gens pour se fatiguer pour comprendre. Et les gens finissent toujours par comprendre, même si ça prend plus de temps. Même si au départ, voilà, il y avait 30% de ce quartier qui votait Front National, on arrivait à faire des choses ensemble. Parce que quand on parle de choses concrètes, quand on prend le temps, quand on a les espaces de débat démocratique, hein, ce qu'on appelle la murawa en polonais, c'est-à-dire le terrain de jeu, et bien là, on peut petit à petit reconstruire des discours, y compris avec des gens qui se sentent éloignés. Ce qui est important, je l'ai dit à une réponse de quelqu'un d'entre vous qui m'a écrit il n'y a pas longtemps, qui m'a écrit dans ces 24 heures là, c'est la considération. C'est la considération qui a fait défaut depuis un an. Ça, notre majorité doit faire amende honorable, c'est sûr. Mais cette considération, c'est du temps, c'est de la disponibilité, c'est de l'explication patiente, c'est du courage. Il faut pouvoir dire à quelqu'un non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ceux qui étaient à ma réunion de Francfort l'ont vu. On m'a fait une proposition un peu démagogique. J'aurais pu passer en disant voilà. Non, je ne pense pas que le vote secret des députés arrangerait la démocratie parce qu'en ce moment, il y a des députés qui n'ont pas le courage de voter en leur âme et conscience parce qu'ils ont peur de leur chef de parti. Eh ben non, je me suis opposé, j'ai été très ferme, j'ai dit non, le vote des députés en hémicycle doit être un vote public. Même si on a l'impression que ça favorise les partis aujourd'hui. Eh ben si ça favorise les partis, c'est qu'on a des députés pas assez courageux et il faut en changer. Donc, les, la reconnexion, ça nécessite du courage. C'est-à-dire pas écouter en disant mais oui, vous avez raison, mais oui, tout le monde va pouvoir avoir un peu de quelque chose. Il faut absolument aller au contact, prendre le temps d'écouter et rester soi-même, rester courageux. Non, je ne suis pas d'accord. Voilà, moi j'ai passé 10 ans de ma vie avec, je vous le répète, 30% de gens qui votaient Front National autour de moi. Je n'étais absolument pas d'accord. Je le disais, nous étions quand même co-constructeurs de l'avenir de ce quartier dans lequel j'ai travaillé. Et dans mes entreprises, c'était pareil. J'ai eu des grèves. J'ai eu des grèves en pleine révolution en Égypte. Et ben voilà, j'ai toujours dit non. Ça m'a valu être voilà, bloqué dans mon usine, mais je disais non, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Et c'est parce qu'on est à la fois disponible et à la fois soi-même qu'on peut petit à petit trouver les voies moyennes et sortir des conflits par le haut. C'est fondamental cette question, c'est fondamental. Ce qui se passe depuis 40 ans, c'est ça. Ce qui se passe depuis 40 ans, c'est ça. C'est ce manque de considération et croire que même quand on a raison, on peut le faire tout seul. Non, même quand on a raison, il faut convaincre, il faut associer, il faut convaincre. Et quand on n'est pas d'accord, il faut poser le désaccord. L'accord sur le désaccord, un mot fondamental en médiation. Accord sur le désaccord. C'est ça qui manque aujourd'hui. Parce qu'on a des politiques qui ont peur, on a des politiques qui ont voulu séduire, on a des politiques qui ont voulu s'enfermer dans une bulle pendant 40 ans. Il fallait être de droite ou de gauche, il fallait plus réfléchir. Et ben, il faut revenir à la réflexion et à une réflexion qui soit sociale. Voilà, moi j'ai absolument pas peur de discuter avec qui que ce soit. Je l'ai fait, je l'ai prouvé dans ma vie et c'est ça qui manque aujourd'hui, c'est ce courage. Évidemment, vous le savez tous, j'ai aussi le courage de dire que si on n'est pas d'accord avec moi et si la majorité n'est pas d'accord avec moi, eh bien je retournerai à mes moutons et je ferai autre chose. Mais voilà, je crois qu'il faut de la vérité, de la lucidité et de la considération pour tout le monde. Et ça, ce qui est fondamental, c'est ça qui a manqué. Pourquoi ne pas remettre
le contrôle des capitaux pour combattre la fraude fiscale. 60 à 100 milliards par an d'évasion. C'est une bonne question, c'est une question assez technique. Donc déjà, sur ces 100 milliards, on en récupère 20, 25 en ce moment. Je vous rappelle que le budget de l'État, enfin, la dette et le budget de l'État, c'est quand même beaucoup plus hein, que l'éducation nationale, c'est presque 50 milliards. Voilà, donc c'est évident qu'il faut lutter contre les fraudeurs. On commence à avoir des manières de travailler qui le font. Je ne pense pas que le contrôle des capitaux permettrait de combattre la fraude. Hein. Vous savez, enfin, là, c'est un débat technique dans lequel je ne suis pas un grand spécialiste, je n'ai que ma tête et les informations que je peux donner. Donc, quand on fait le budget, on s'intéresse à ça, évidemment, en tant que parlementaire. Moi, j'ai l'impression que le contrôle des capitaux est une méthode un peu trop rigide si elle ne sert qu'à combattre l'évasion fiscale. L'évasion fiscale doit être combattue par d'autres techniques qui existent, qui progressent. Hein. Je vous assure qu'elles progressent. Moi, ce que je voudrais lancer, c'est quand même un appel citoyen à deux catégories dont on n'a pas parlé pendant cette crise. C'est les entreprises. Voilà, je le dis franchement, je pense que la déclaration du MEDEF était insuffisante. C'était une déclaration technique et pas une déclaration citoyenne. Moi, quand j'étais dans une entreprise, je considérais qu'en tant que chef d'entreprise, j'avais une responsabilité citoyenne. Je trouve que les représentants des entreprises, y compris les grandes entreprises, pouvaient s'engager un peu plus dans cette crise de démocratie qu'on vit. Et les journalistes. Je trouve que les représentants des journalistes, des associations de journalistes, pourraient aussi se mettre un peu en question et regarder comment ils pourraient participer à cette révolution civique qu'il va falloir mener, à ce changement qu'il va falloir mener. Voilà. Mais sur cette question d'évasion fiscale, il faut lutter contre ça, il faut se battre, mais le contrôle des capitaux ne serait pas forcément une bonne solution. Une question sur l'Europe. D'abord, je finis ma question précédente. L'Europe est une manière de médier au départ par l'économie. Donc, si on veut mettre en commun l'économie, on met en commun les capitaux. On peut se poser des questions, et je les pose souvent, sur les frontières de l'Europe. On pourrait, effectivement, je pense que reconstruire des frontières européennes, ça ne sert pas qu'aux migrations, ça devrait servir aussi pour l'identité, ça devrait servir aussi pour le partage de certaines valeurs, ça devrait servir aussi pour l'économie. Pour moi, il est absolument anormal que les fonds structurels européens qui payent des investissements soient utilisés par des entreprises, ne soient pas utilisés en priorité par des entreprises européennes. Je suis pour un Small Business Act à l'européenne et je crois qu'on a besoin de frontières européennes, voilà, mais pas de frontières entre les pays européens, surtout pas pour les capitaux. Alors, effectivement, des lacunes de l'Europe dans la crise que nous vivons, oui, je le crois profondément, pour deux raisons. D'abord, je crois que l'Europe a recréé quelque part cette distance entre les citoyens et ceux qui font leur avenir, y compris entre les députés du Parlement français. D'ailleurs, on a des informations, on a une administration qui est très faible pour récupérer les informations de l'Europe. Donc, voilà. Il y a un éloignement un peu technique de l'Europe qui n'est pas une fatalité, hein, qui est plutôt lié au fait que les parlements ne le font pas, que les citoyens ne le font pas, mais l'Europe est plutôt un organisme moderne qui est très accessible quand on le veut vraiment à ses citoyens, aux parlements nationaux. Je ne voudrais pas faire de simplification active. Après, je crois que l'Europe est absente aussi pour une autre chose, qui est pour moi très importante, surtout dans cette crise. C'est la partie, je dirais, l'harmonisation sociale par le bas entre nos différents pays. Tout le monde voit en France le méchant plombier polonais ou le chauffeur, etc. Mais personne ne se pose la question en termes de nouvelles frontières. C'est-à-dire, dans ma circonscription, il y a des jeunes Français qui vont chercher du travail à Bucarest. Et je dis bravo. Il y en a même un qui a très bien réussi, qui habite maintenant à Varsovie, que je connais très bien. Il faut que nous reconnaissions que cet élargissement nous fait un terrain de jeu plus grand, y compris pour s'engager, y compris pour travailler, et que ça nécessitera forcément une harmonisation sociale. Et l'harmonisation sociale, ça va aussi remettre en perspective ce que nous appelons
ce que nous appelons notre niveau de vie. Il y a quand même un certain nombre d'économistes qui disent non seulement qu'en France, nous avons non seulement une dépense publique trop forte par rapport à ce que nous gagnons, mais qui mettent en question en disant est-ce que la France ne vit pas à crédit depuis une trentaine d'années, indépendamment des services publics et non-services publics. Et ça, le remettre en perspective dans un cadre européen, ça nous permettrait, je crois, de relever des défis qui sont des défis enthousiasmants. Voilà, construire cette Europe, construire les nouveaux réseaux qui iront de Brest à Bucarest et de Lille à Budapest. Ça, ce sont des défis qui devraient enthousiasmer notre jeunesse, toute la jeunesse européenne. Toute la jeunesse européenne. Et là, il y a du travail et là, il y a de la croissance qu'on pourrait utiliser tous ensemble. Mais ça veut dire qu'il faut se regarder et qu'il faut accepter que, effectivement, il faut qu'en France, on réduise un certain nombre de choses. Voilà. On ne peut plus vivre avec un impôt sur les sociétés à 33%, alors que tout le monde a l'air de tenir à 25%. Ça voudra bien dire qu'il faudra qu'on réduise des choses. Mais dans le même temps, cette croissance énorme qui nous attend dans les pays, chez nos pays voisins, il faudra aller le faire, il faudra effectivement être mobile en Europe. C'est ça la mobilité en Europe. Voilà, donc je crois effectivement que l'Europe est absente de la crise aujourd'hui pour ces deux raisons. Un, éloignement administratif et démocratique. Deux, élargissement de notre mode de pensée et de notre mode de comprendre ce qui est chez nous. Voilà. Moi, je suis à Varsovie, là je vous parle de Varsovie. À Varsovie, à Bucarest, à Budapest, même à Belgrade, je me sens chez moi. Je me sens chez moi. Je sens que c'est ce que je vis tous les jours. Et je ne le sens pas quand je suis en mission en Israël ou quand je suis à Moscou ou quand je suis en Afrique. Je le sens à Varsovie, à Bucarest, je suis chez moi. Et ça, c'est important et ça permettrait de sortir par le haut aussi de nos querelles un peu franco-françaises et d'élargir le champ. Oui, effectivement, je crois, M. Pien, vous voyagez beaucoup. Je suis très attaché à vos aventures et à votre mode. Effectivement, je voyageais beaucoup en Europe. C'est un peu l'idée que je viens de donner, c'est-à-dire que voilà, quand les Français se regardent entre eux, ben ils ont peur. S'ils se comparaient, ils auraient moins peur et ils seraient beaucoup plus engagés et beaucoup plus patients sur cette lente construction européenne, qui est un défi et qui va nous donner de quoi aller plus loin. Et ces chantiers énormes qui nous attendent, pas uniquement des chantiers pour construire les autoroutes, mais dans l'éducation, dans, 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 le, dans le travail social, dans le travail associatif, dans les relais démocratiques, dans l'organisation des sociétés. Les gens nous attendent, ils sont en admiration sur ce qu'on a fait entre la France et l'Allemagne. Et aujourd'hui, ils nous voient uniquement piquer leurs jeunes ingénieurs. C'est pas ça l'Europe. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Et effectivement, il y a des gens qui partent en Pologne comme moi, et qui gagnent moins qu'ils gagneraient en France, et ils sont heureux quand même. Voilà, j'ai une fille qui reste à Varsovie, qui gagne beaucoup moins que ce qu'elle gagnerait avec son bac plus 5 en France, mais qui est très bien ici et qui est heureuse. Et je crois que là, l'Europe nous manque. Il faut qu'on ouvre la porte de notre petite chambre pour vraiment utiliser notre énergie et notre volonté citoyenne dans l'ensemble de la maison européenne. Ça me paraît très important. Alors, une question sur manger de la viande, taxation des produits carnés. C'est une idée, voilà. Je ne vais pas rentrer dans un concours Lépine de tout ce qu'on pourrait faire. Ces idées ont été avancées. Vous savez qu'il y a eu un des états généraux de l'alimentation, effectivement. On mange beaucoup de viande, on mange trop de viande, effectivement, peut-être. Je ne sais pas s'il faut le taxer ou pas le taxer. Puis il y a des gens qui travaillent de ça, qui vivent de ça. Il faut être prudent, ça doit être une décision commune. Encore une fois, je ne veux pas faire le concours Lépine de mesures. Je veux que la nation française se pose des questions à haut niveau pour l'instant. C'est-à-dire qu'on doit dire quel est notre niveau de dépense, quel est notre mode économique, pas pour demain matin, mais pour dans 10 ans. Quel est par exemple, quelque chose que j'ai annoncé tout à l'heure et qui pourrait correspondre à votre question, Monsieur Grand-Morin, c'est ce que j'ai dit en disant une question débat démocratique qui manque en France aujourd'hui, et ça je le dis depuis ma campagne, je le dis pendant ma campagne, on devrait poser comme question démocratique, organiser un grand débat, avec des discussions, prendre le temps d'un grand débat, qu'est-ce qu'un citoyen français consomme comme énergie fossile et comme ressource de la planète en 2050, sans voler à ses petits-enfants. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Moi, j'ai une idée. On peut dire qu'on mangera plus de viande, qu'on en mangera un peu, ou qu'on en mangera beaucoup, ou qu'on ne roulera pas en voiture. Mais en tout cas, ce que je dis d'abord, c'est que ça,
c'est ce que Marielle de Sarnez a appelé ce matin le nouveau contrat civique. Ça se construit en prenant les questions dans le bon ordre. Si aujourd'hui, on propose demain une taxe sur la viande, eh ben, il y en a d'autres qui vont râler que ceux qui râlent aujourd'hui. Donc, on n'y arrivera pas, alors qu'on a tous envie de vivre ensemble. Ce que je dis, c'est que on doit poser les problèmes. Je pense que c'est ce qu'a proposé le Premier ministre et c'est ce que propose le gouvernement aujourd'hui. Et c'est ce à quoi moi j'essaie de participer depuis que je suis élu et que je vais essayer de continuer à faire avec vous. Je crois que les questions doivent être posées en ces termes et pas en termes d'interdiction immédiate. Posons-nous des questions à long terme. Je vous rappelle qu'on vient de clore un cycle de 30 ans, de 20 ans, 25 ans, un cycle fondamental de citoyenneté, de politique intelligente. C'est la Nouvelle-Calédonie. Il y avait des morts en Nouvelle-Calédonie en 88. Et Michel Rocard a dit, on ne va pas régler le problème en 5 minutes. On va le régler d'urgence comme ça et on se donne rendez-vous dans 20 ans. Voilà. Et dans 20 ans, c'était cette année. Et voilà, ça a marché. Là, je crois qu'il faut qu'on arrive à faire de notre démocratie une démocratie où on arrive à se poser ces questions-là à 20 ans, à 25 ans, à 10 ans, et puis dans l'urgence. Et qu'on arrête que l'objectif des politiciens, ça ne soit plus passer dans Paris Match ou être élu la prochaine fois. C'est là que se situe la fracture. C'est là que se situe la fracture. Avec la technologie disponible aujourd'hui, pourquoi n'avons-nous pas plus de référendums? Ah, ça c'est une bonne question, le référendum. Je ne suis pas convaincu que le référendum, que la multiplication des référendums soit une réponse démocratique. Un référendum, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'on est quand même beaucoup plus à être présent, l'ennemi historique de la démocratie, à Athènes, hein, je parle de 2000 ans, 2500 ans, c'est la foule. C'est la foule. C'est la démagogie, c'est l'agora. Et on ne peut pas faire un référendum toutes les 5 minutes, parce que sinon on ne gère plus, on n'avance plus. Par exemple, je suis d'accord avec vous, l'idée que je viens de donner de dire combien on doit, en 2050, quel va être le niveau de consommation d'énergie ou de ressources de la planète par citoyen, oui, on peut faire un référendum là-dessus parce qu'on peut s'organiser derrière. Et faire un référendum aujourd'hui sur savoir si on mange de la viande ou pas, ça me paraît conflictuel et engendrer la violence. Voilà, donc la démocratie, moi je crois à la démocratie par délégation. On est à 5 ans aujourd'hui, je pense que c'est un bon terme. 5 ans, ça me donne la possibilité de construire une action et de la remettre devant vous dans 4 ans maintenant. Faire un référendum, c'est 5 minutes sur des questions qui sont parfois mal posées, c'est compliqué. Je crois que ça peut être dangereux pour la démocratie parce que ça donne des effets de foule. Aujourd'hui, la foule, elle est plus comme dans l'agora, c'est une foule physique, mais on a des foules sur le net, on a des foules virtuelles qui peuvent descendre un politique en 3 minutes, qui peuvent s'engouffrer dans une brèche comme les moutons de Panurge en 2 minutes sur des espaces virtuels. La foule, c'est l'ennemi de la démocratie. C'est l'éducation qui aide la démocratie, c'est la réflexion, c'est le temps, et il faut un peu de temps aux responsables. C'est pour ça que je suis partisan, moi, de la démocratie par délégation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre plus de technologie dans la démocratie, on en aurait besoin. Je ne fais pas un dessin sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale avec les outils Internet, mais voilà, on a quand même pas mal de choses. D'ailleurs, le site de l'Assemblée nationale est un bon site, les sites du gouvernement sont des bons sites, il faut aller les voir. Il faut, une fois, vous coupez BFM une journée par semaine et vous allez regarder ce qui se passe à l'Assemblée nationale, ce qui se passe sur performance.gouv.fr, parce que c'est là que vous avez des informations directes et vraies, et que ça permet de réfléchir. Voilà. Donc, ma position sur le référendum est qu'il ne faut pas multiplier les référendums parce qu'on gère la foule, on gère des émotions. Les émotions sont importantes, les émotions sont à entendre, les émotions nous font vivre. Quand on n'a plus de conflit, quand on n'a plus d'émotions, c'est qu'on est mort. Donc, la vie, le conflit est naturel. Alors. Je l'ai dit en réunion publique très souvent ces dernières semaines, c'est plus facile de faire la guerre. Hein. C'est facile de faire la guerre entre les pays. C'est difficile de construire la paix. Et là, c'est pareil. Construire des solutions durables, c'est plus difficile, donc il faut donner du temps. Qu'il y ait des référendums de contrôle et de sécurité, je dirais, ok, il y en a eu quelques-uns, mais il ne faudrait pas croire qu'on va faire un référendum tous les soirs sur une plateforme Internet. La vraie mesure pour améliorer la démocratie ne passe-t-elle pas par une lutte anti-fake news et contenu injurieux de Facebook et Twitter? Eh oui, eh oui, eh oui, je suis d'accord. Après, comment on lutte en restant démocratique, c'est compliqué.
Je vais répondre un peu la même chose que ce que j'ai dit tout à l'heure sur la considération. Il faut faire confiance aux gens. Vous savez qu'on a rajouté depuis 18 mois, dans les apprentissages de l'école publique française, il n'y a plus que lire, écrire, compter. Je le dis très souvent, ça. Aujourd'hui, l'école publique française, c'est lire, écrire, compter et respecter l'autre. Ça se dit tout le temps et c'est important, ça. Je crois que c'est pas qu'il y a les insultes, elles n'ont pas attendu Internet. Les gens qui se déchargent de leur trop plein d'émotions de façon désordonnée sur les grandes sous-mondes et sur ceux qui peuvent attraper autour d'eux, ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà, avant, il faut éduquer, il faut faire il y a encore de la violence qu'on voit pas et qui est de la vraie violence dans les familles. Voilà, je lutte contre toutes ces formes de violence et je crois que la fake news est une forme de violence, évidemment. Mais c'est pas en donnant une réponse de police ou une réponse de justice uniquement qu'on va régler ça. Il faut travailler sur le fond, rééduquer. Voilà, il fallait réintervenir avec l'école primaire dans nos quartiers, c'était évident. Ça fait 40 ans que je le dis, ça fait 40 ans que je l'attends. Ça, il fallait le faire. Il fallait pas se poser de questions. On ne s'est pas posé de questions. C'est une mesure qui est plébiscitée par tous les enseignants. On sent que voilà, dans 4-5 ans, on va voir des premières générations qui vont sortir à 12-13 ans en sachant lire, écrire, compter, respecter l'autre. Ça va nous changer la vie et ça va booster notre pays, ça c'est évident. De tout le temps penser à l'écologie, c'est fini, c'est mort. On n'inversera jamais la courbe du réchauffement climatique, me dit Cécile Hardy. Cécile, je ne suis pas d'accord parce que il ne s'agit pas tant de tous des spécialistes du GIEC et de comprendre exactement si on va être à 1,5 degré quand on sera tous morts ou pas, ou à 2 degrés ou à 3 degrés. Moi, je suis convaincu que cette notion, vous appelez ça l'écologie, moi j'appelle ça l'environnement, j'appelle ça l'équilibre, j'appelle ça la sobriété. Et ben, c'est important. C'est important que ça percole dans notre perception de la démocratie. Je crois qu'on a vécu le temps de la création de l'impôt. Je ne sais pas si vous savez tous que l'impôt, c'est très récent. Hein. C'est 100 ans, hein, à peu près. Donc, voilà, il y a des grands débats il y a 100 ans, aujourd'hui, à la sortie de la Première Guerre mondiale, pour savoir aux États-Unis si on faisait l'impôt ou pas. L'impôt général. Hein, voilà, donc je crois que maintenant on arrive. Donc là, c'est très récent d'avoir commencé à penser à une organisation financière de la nation, de la solidarité nationale. Et ben, je crois que maintenant, il faut qu'on passe euh, euh, à un niveau de durabilité de notre organisation nationale. Je crois que c'est fondamental et que voilà, alors est-ce qu'on va arriver à 2, est-ce qu'on va arriver à 3, est-ce qu'on va arriver à 5? Effectivement, ça, c'est pas forcément dans le débat démocratique. Par contre, je répète, se poser la question de qu'est-ce qu'on reconnaît, nous, citoyens français et citoyens européens, dignes, dignes de consommer des ressources que la planète nous offre, c'est une question démocratique qu'il faut maintenir. Il faut maintenir. Et qu'il faudra discuter. Après, sur quels critères? Est-ce que c'est des critères de 1,2, 1,3 ou de TGA? Est-ce que c'est des critères vous savez qu'en Pologne, c'est plutôt un critère de particules fines. Voilà. Mais je ne suis pas d'accord avec votre côté, on n'y arrivera jamais. Voilà. Il y a des gens qui disaient il y a 50 ans et 60 ans qu'on n'arriverait jamais à avoir de la paix en Europe. Voilà. Donc, il faut continuer, il faut continuer. Je ne suis pas d'accord avec votre analyse. Je sais que c'est compliqué, que c'est loin, qu'on a d'autres choses à faire tous les jours, mais il faut que ça continue à percoler et que les générations vont arriver pour qui ça sera plus facile. Ah, les frontières de l'Europe actuelle ne sont-elles pas trop larges, me demande Irène. Non, je ne pense pas qu'elles soient trop larges. Je pense que ce n'est pas des frontières. C'est plutôt ça. La notion de frontière est une notion que j'aime beaucoup discuter, qui était extrêmement discutée dans les années 90 quand j'étais dans mes métiers précédents. Voilà, je crois que la frontière est nécessaire. L'homme, l'être humain, je fais partie du modèle qui est un mouvement qui revendique l'humanisme dans la politique depuis longtemps. Je crois que l'être humain se développe de frontière en frontière à partir du ventre maternel, après la famille, après le quartier, l'école, le pays, etc. Et que c'est une notion qu'il faut travailler, la frontière. Elle doit être solide pour tenir le poids commun, pour nous donner des repères, et elle doit être ouverte pour pouvoir
me sens bien solide, aller vers d'autres. Je crois que c'est pas que les frontières de l'Europe sont trop larges, c'est qu'elles sont pas assez reconnues, qu'elles sont pas assez travaillées, qu'elles sont pas assez protégées pour l'immigration évidemment, mais qu'elles sont pas assez intégrées par la communauté européenne, pas uniquement avec des garde-côtes et des garde-frontières, y compris dans ce qu'on se reconnaît, dans ce qu'on se reconnaît de valeur. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez là, j'ai dit tout à l'heure que moi, je me sens chez moi à Varsovie, je me sens chez moi à Przemyśl, quand je suis à Lvov, quand je suis en Ukraine, quand je suis en Afrique, quand je suis à Moscou, quand je suis à Jérusalem, je me sens plus chez moi. Je me sens bien, hein, ça ne veut pas dire que je me sens mal quand je suis là-bas. Mais vraiment, il y a des endroits où je me sens chez moi, dans toute l'Europe. Et je trouve que ça, c'est quelque part parce que j'ai intégré cette notion de frontière. Il y a quand même quelque chose qui est quand même plus ou moins gagné en Europe sur la frontière, c'est la mobilité des personnes, des biens. Voilà. Moi, j'ai l'âge d'avoir fait 24 heures de queue à une frontière entre l'Allemagne et la Pologne. Donc, je me souviens de ce que ça voulait dire. Donc, je ne veux pas qu'on revienne à ça, mais je pense que les notions de frontières sont des choses qu'il faut intégrer pour pouvoir après être en discussion et les transpasser. Donc, l'Europe, c'est pas qu'elle a des frontières trop larges, je crois qu'elle a des frontières trop lâches, au sens élastique du terme, et qu'il devrait y avoir une réflexion profonde sur qu'est-ce qui fait que je suis un Européen et que de l'autre côté, là, c'est pas un Européen. C'est pas quelqu'un que je hais, c'est pas quelqu'un que je n'accepte pas, mais il y a des choses qui ne sont pas les miennes. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur les valeurs européennes, d'humanisme, de, 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 de discussion démocratique, de respect des différences, de réconciliation. Toutes ces valeurs sont des valeurs dont le monde a besoin. Et c'est l'Europe qui les amène aujourd'hui. C'est pas la Chine, c'est pas les États-Unis, c'est pas l'Afrique qui amène d'autres valeurs. Et ces valeurs-là, c'est nous qui allons les amener. Et si nous ne les amenons pas avec la force de nos 500 millions d'habitants, elles ne seront pas. Le monde en manquera. Le monde va manquer de ces valeurs. Pourquoi la France est championne des grèves? Pourquoi la France est championne des grèves? C'est une bonne question, je ne sais pas. Effectivement, il y a une habitude de quelque chose qui fait aussi partie de cette manière d'exprimer les émotions entre Français. Je crois qu'on vit quelque chose d'un peu particulier en ce moment, qui est la perte de lien social. Et que je crois que dans ce mouvement, il y a plus qu'une grève. D'abord, il n'y a pas de grève, c'est pas vraiment une grève. Des blocages, c'est un peu différent. Mais je crois aussi qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la perte du lien social et qu'on retrouve. Voilà, je n'ai pas vraiment de réponse à cette question. Et c'est vrai que je suis comme vous et tous ceux qui me regardent sont certainement des Français qui vivent dans cette circonscription. Le regard vu de l'extérieur est un petit peu un regard peigné, parfois triste, de voir que notre pays se met dans des états de blocage et de violence. C'est pareil, c'est de la peine. C'est de la peine. Nous sommes aussi français, nous n'arrivons pas bien à comprendre cette capacité de la France à rentrer dans des émotions violentes. Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Je vais renverser la question. Je crois que nous vivons là, quand je parle de perte de lien social, quand je parle de pipolisation de la démocratie, pipolisation du politique, je crois que c'est plutôt du monde que ça vient vers la France. Voilà, j'ai plutôt l'impression qu'on peut quelque part être en train, que la France peut apporter, et l'Europe peut apporter quelque chose qui est de l'ordre de la résistance. J'ai le sentiment que cette foi dans l'homme, je l'ai dit tout à l'heure, au-delà, à part la réponse aux violences organisées, à part la réponse aux casseurs, etc., je sens chez tous mes collègues, y compris ceux qui étaient très surpris au début et qui ont peut-être moins d'expérience de la vie que moi, parce qu'ils sont plus jeunes, hein, je sens cette capacité à essayer de recréer du lien social, de comprendre que c'est la responsabilité de tout le monde de recréer du lien social. Et voilà, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup à nous, les gens, à nous modernes.
voilà, on a ça dans notre ADN depuis très longtemps. On est aussi un parti qui a perdu très souvent et qui est dû rester, donc qui est resté vivant. Donc on a souvent repris jusqu'à cet élan de 2017. On a ça quelque part, et je crois que c'est ça qui est en jeu. Je crois que c'est ça qui est en jeu, et c'est ça qui va faire que, encore une fois, la résistance qu'on peut amener nous peut être utile au monde. Il faut revenir au lien social, il faut revenir, il faut discuter. Encore une fois, il faut refonder les liens civiques. Ce qu'a dit Marielle de Sarnez ce matin, ça me paraît quelque chose de très très important. Ah, une très bonne question de M. Beer. Nous avons été élus avec 22% des votants. Est-ce que c'est la démocratie, ça? D'abord, j'ai été élu avec un peu plus. Le nombre de voix, hein, je ne parle pas en pourcent. Moi, je suis un vieux mathématicien, donc je parle en voix. J'ai été élu avec, je suis dans la fourchette haute en nombre de voix. Par contre, le problème de la participation démocratique est un vrai problème. Donc, au-delà de votre adresse personnelle, je réponds à la question sur l'abstention lors des votes. Moi, je fais confiance aux gens. Je ne dis pas, je ne critique pas. Je pense que celui qui ne va pas voter, c'est qu'il fait le choix de ne pas aller voter, et donc qu'il exprime quelque chose. Il exprime quelque chose que j'entends. Je suis contre l'abstention, évidemment. Je suis contre l'abandon du pouvoir à des gens que l'on n'a pas choisis. Vous savez qu'au Modem, on a depuis très longtemps la volonté d'introduire la reconnaissance du vote blanc, qui invaliderait, qui en cas de victoire invaliderait tous les candidats présents. Bon, il faut réfléchir à ça, mais je ne crois pas. D'une part, il ne faut pas mépriser ceux qui considéraient que ils n'ont pas choisi. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient que les abstentionnistes ont voté pour la majorité. C'est comme ça. C'est une règle. Les abstentionnistes, en n'allant pas voter, ils ont fait le choix de voter pour celui qui allait gagner. Et ils le savent. Je considère qu'ils le savent. Parce que je respecte les gens dans leur choix. À partir de là, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne se considèrent plus comme ayant la main sur leur destin, puisqu'ils disent je vote pour le gagnant. Donc, c'est là le problème qui sort aujourd'hui. C'est ce que j'appelle le problème de l'abandon, le problème de la fracture de la démocratie entre des gens qui ne souhaitent même plus participer à ce qui se passe, et qui tout d'un coup ressortent avec un trop plein d'émotions. Voilà, donc oui, c'est de la démocratie, quel que soit, je suis élu démocratiquement, et je crois profondément que je suis un vrai élu et que nous sommes de vrais élus, bien qu'il n'y ait pas eu une fréquentation énorme aux dernières élections. Parce que c'est la démocratie et c'est la règle, et je considère que 100% des inscrits connaissent la règle. Voilà. Je ne vais pas faire de pleurnicherie et je ne vais pas prier les gens qui viennent voter. Par contre, je dis, je suis prêt à discuter, je suis prêt à exprimer et à débattre. J'invite les gens qui ne pensent pas comme moi à venir débattre et à reprendre le pouvoir sur leur vie. Effectivement, il faut que les Gilets jaunes aillent voter. Effectivement, je dis que c'est un mouvement citoyen. De mouvements citoyens qui existent, à part les casseurs, évidemment, hein, je ne parle pas des casseurs, mais ceux qui ne cassent pas et ceux qui expriment leur émotion, c'est un mouvement citoyen. Ce mouvement citoyen, évidemment, qu'il doit devenir un mouvement démocratique en s'organisant, en rentrant dans le débat démocratique. Donc, si leur conclusion, c'est de dire on ne va pas voter, il faudra bien qu'à un moment, ils aient une logique. Et je leur fais confiance pour comprendre ça. Même si ce n'est pas perçu aujourd'hui par tout le monde, je leur fais confiance. Il n'y a pas d'autre solution. Je crois que la démocratie doit rester une démocratie de délégation à 5 ans, je pense que c'est un bon rythme, et que les gens, à force de comprendre, à force peut-être de ce qui s'est passé en 2017, de comprendre qu'on peut gagner des choses qu'on n'avait pas prévu de gagner, et reprendront du pouvoir sur leur destin. Alors, les Gilets jaunes ne connaissent pas comment ça marche. Je pense que j'ai répondu à cette question. Effectivement, mais ce sont des citoyens, je l'ai dit. Effectivement, je ne renie pas ce que nous avons fait parce qu'il y a énormément de gens, parce que la France est bloquée aujourd'hui, risque d'être bloquée, on va dire. Je pense qu'elle n'est pas quand même pas bloquée, c'est quand même une minorité. Il y a eu des
manifestations beaucoup plus nombreuses. Ce qui est particulier dans la situation d'aujourd'hui, c'est qu'il y a de la violence et qu'elle est extrêmement, elle a une revendication extrêmement particulière et elle exprime quelque chose de complètement différent que les grandes règles qu'on a eues dans les décennies précédentes. Donc voilà, Madame Doba, évidemment, ils ne savent pas comment ça marche, mais ils peuvent le savoir. Ils ont le même cerveau, le même cœur et les mêmes bras que vous et moi. Je leur fais confiance pour considérer que leur expression est sincère et que c'est à nous d'expliquer et de convaincre que ce que nous faisons va dans le bon sens et de refonder ce débat démocratique après cette expression citoyenne qui fait irruption dans notre vie nationale aujourd'hui. Je ne crois pas qu'on est en train de tout saccager. Hein. Je ne pense pas qu'on est en train de tout saccager. Je crois que la position du Premier ministre est une position que je trouve très belle et très courageuse. Je veux dire, aucune taxe ne mérite des morts, mais on ne renie pas ce qu'on a fait, mais aucune taxe ne mérite des morts. Donc remettons-nous d'accord, expliquons-nous. S'il faut qu'on perde quelques mois, ok, on va les reperdre pour que tout le monde soit autour de la table. Je crois que c'est ça que le Premier ministre est en train de dire. C'est ça qu'a exprimé Marielle de Sarnez ce matin. C'est ça que nous allons essayer de faire. Si on y arrive, j'espère que nous y arriverons, que nous aurons le temps et que nous pourrons multiplier les échanges comme ceux que nous avons en ce moment pour faire passer et faire infuser ces débats, de passer de l'émotion populaire à l'émotion citoyenne et à l'expression démocratique. C'est ça, l'enjeu, c'est ça. Alors, présenter un nouveau programme, M. Bourichat, c'est ce que j'ai dit, effectivement, il faut. Moi, je ne dis pas ça de la pédagogie parce que je trouve ça un peu condescendant, c'est pas ce que je pense. Je crois, effectivement, par contre, je crois que le rôle d'un politique, c'est aussi de se confronter, de faire comme je viens de le faire, de dire à quelqu'un non, je suis pas d'accord. Et j'ai été élu, et pour l'instant, c'est voilà. Monsieur Asselineau a exprimé ses thèses, Monsieur Mélenchon a exprimé ses thèses il y a un an. La nation française a voté, nos thèses qui ont été choisies, donc nous les appliquons. On doit les appliquer, on doit mieux les expliquer, on doit discuter, mais je crois profondément que l'élection et l'élection est un moment fort et un moment juge de paix, mais qu'après nous devons rester en discussion et en reconstruction de cette communauté citoyenne auquel on tient tous. En fait. Françoise Lemaître, il y a une énorme abstention dans les dernières élections. Quelle conclusion en avez-vous tiré? Je laisse chacun responsable de son choix. Encore une fois, je crois que celui qui s'abstient, il exprime pour moi le fait qu'il sait qu'il vote pour le vainqueur. Je voudrais être clair. Je ne dis pas que cette majorité a été mal élue. Je dis que cette majorité a été élue aussi par des gens qui se sont abstenus. Celui qui s'abstient, il vote pour le vainqueur. Et il le sait. Je considère que tous mes concitoyens sont des gens intelligents, des gens qui savent comment marche la démocratie. J'essaye qu'il y ait moins d'abstention dans ma circonscription au moins. C'est un petit indicateur que je me suis donné au cours de mon mandat pour vérifier qu'il y aura moins d'abstention. Dans notre circonscription, si je comprends bien, Madame le Maître, vous habitez ma circonscription. Dans notre circonscription, on a eu beaucoup plus d'électeurs. Le pourcentage a été moindre de représentation, mais on a gagné quand même. On a été 20 000 à voter, on a été 30 000 à voter, près de 30 000 à voter, 20 000 à voter en 2012, 30 000 à voter en 2017. Ce qui est pas mal. Ce qui est quand même un progrès. Toujours se méfier des expressions en pourcent. Voilà, j'espère qu'on sera 40 000, 50 000 à voter pour les européennes, et qu'on va se rapprocher de taux de participation qui seront plus légitimes et qui exprimeront vraiment le débat démocratique. Cette mini-révolution ne serait-elle qu'un débordement d'ego, un gros caprice de ceux à qui on veut enlever leur joujou? Je pense pas. Votre comparaison avec les volumes, avec les véhicules diesel en Allemagne est assez intéressante. Il y a eu beaucoup de discussions, de témoignages des Français de ma circonscription sur ce qui se passe en Allemagne, avec cette idée de dire aux Gilets jaunes, écoutez, voilà, nous, on nous a demandé des choses plus difficiles qu'à vous, et voilà, ce reproche des Français d'Allemagne envers les Gilets jaunes, en les traitant un peu d'enfants gâtés. Je ne crois pas qu'on parle de ça. Je crois vraiment qu'il
y a dans cette crise que nous vivons quelque chose qui vient de beaucoup plus loin et qui est beaucoup plus profond, qui a pris ça comme prétexte et qui vient de loin, qui est très profond, qui est ce que j'ai appelé des ruptures de liens sociaux, des ruptures de liens démocratiques, des interrogations sur le rôle du politique et que voilà, cette expression devait sortir. Elle sort de manière un peu anarchique, elle sort de manière dangereuse, elle sort de manière violente. Mais moi, ça fait 40 ans que je dis que ça doit sortir. Je répète, pour ceux qui n'étaient pas là au début, si j'ai eu l'intuition qu'il fallait organiser des séminaires citoyens dès mon élection, j'ai commencé à organiser des séminaires citoyens. Les gens me disaient, mais t'es complètement fou, ça ne va pas marcher. Voilà, et ben, voilà, et des fois, ça a très bien marché, il y a des endroits où ça a moins bien marché, mais j'ai dit, on le fait quand même, c'est mon rôle. Et ces séminaires citoyens, c'était sur le budget. Je sentais que cette compréhension de comment marche le budget de l'État était importante pour devenir un citoyen informé. Ben voilà, je crois que c'est pas les quelques centimes sur le diesel, surtout que le diesel a baissé en plus maintenant, mais c'est pas les quelques centimes sur le diesel qui sont à l'origine. Ce qui est à l'origine, c'est la rupture de lien social et l'appel au secours de gens qui disent mais attendez, qu'est-ce que vous faites? On n'est plus là. On n'est plus là. Ça fait 40 ans qu'on décroche. Et pas forcément en termes d'argent. On vit quand même dans un pays, on vit tous ceux qui m'écoutaient, là, on vit dans des circonscriptions, dans une circonscription où il y a des gens qui vivent avec 400 euros par mois, donc on le sait. Dans d'autres pays, on comprend que la France est un pays qui est quand même un pays confortable aujourd'hui. Mais ce qui s'exprime, c'est pas ça. Ce qui s'exprime, c'est autre chose. Et qu'il est nécessaire d'entendre. Il est nécessaire d'entendre dans le fonctionnement de notre démocratie et de manière urgente, également dans le fonctionnement de notre majorité. Je le dis, nous l'avons exprimé avec Lionel, il faut que nous revenions à quelque chose de beaucoup plus, inclusif, de beaucoup plus intégrateur. Je ne crois pas qu'il faille comment dire, avoir qu'il faille traiter les gilets jaunes d'enfants gâtés. Évidemment, c'est le premier réflexe qu'on a quand on vit dans des conditions beaucoup plus dures, nous, quand on voit nos enfants qui vivent avec voilà, moi j'ai des enfants qui sont très heureux de vivre en Pologne avec beaucoup moins d'argent et beaucoup moins de confort, les services publics, tout ça, on le sait dans cette circonscription dont je vous parle. Mais je crois que ce qui se passe derrière les gilets jaunes, c'est autre chose. C'est une volonté de recréer de la communauté, de revenir dans la partie. Je crois qu'il y en a qui l'expriment très bien d'ailleurs. Tous ceux qui ne sont pas violents, qui essayent de réfléchir, et j'ai besoin de parler. Je crois qu'il y a des expressions qui sont très belles, des gens que mes collègues entendent dans leur permanence, qui sont des expressions très belles de volonté de participation, de retour. J'ai vu un titre de journal qui s'appelait Retour à la politique. C'est beau, ça. Oui, je crois qu'il y a de ça et que c'est bien. Par contre, il faut que ça passe du citoyen au démocratique. Voilà. Et la violence, c'est pas démocratique. La violence, c'est fasciste, c'est autoritaire, c'est pas bien. Donc il faudra qu'on accompagne cette espèce d'irruption d'une intention particulière et de la construction d'une démocratie plus intense. Mathieu, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon souhaite-t-elle une révolution? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien de ce qu'elle souhaite. Par contre, je suis très critique par rapport à la position de M. Mélenchon, que je trouve inadmissible en ce moment. Je le dis très simplement. Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un qui est en face de moi généralement en commission, donc avec qui j'ai des rapports assez cordiaux, quelqu'un qui est érudit, qui connaît beaucoup de sujets, avec qui nous discutons. Je suis assez surpris et inquiet de l'attitude qu'ils ont prise en ce moment. Se féliciter que la France devienne insoumise, je trouve que c'est le contraire de tout ce que je vous dis depuis maintenant plus d'une heure. Voilà, je ne crois pas que la démocratie se construise avec l'insoumission. Je suis un démocrate. Je crois qu'on peut être insoumis au mal, on peut être insoumis à ce qui est un envahisseur, on peut être insoumis à beaucoup de choses. Je ne vois pas comment on peut appeler à l'insoumission comme programme positif. Je ne comprends pas. Et
se vérifie maintenant. Je crois qu'on est dans des jeux d'étiquette, dans des jeux de prise de position. Surtout, ce qui me gêne, c'est de faire croire que la nation française ne s'est pas exprimée sur les propositions de M. Mélenchon. La nation française s'est exprimée, le Premier ministre lui a rappelé, voilà, la nation française s'est exprimée, la nation française a dit non à M. Mélenchon. Peut-être qu'elle a eu tort, on y reviendra dans 5 ans. Mais en tout cas, la nation française a dit non à M. Mélenchon, et ce n'est pas ce non qui a provoqué cette crise, c'est autre chose. Ce sont d'autres. Je discutais de Bolivien, je viens de le faire pendant plus d'une heure, mais je ne conçois pas cette vision de la démocratie de la part de mes collègues de la France insoumise. Il m'est arrivé de m'accrocher avec eux d'ailleurs, il y a des choses que je ne supporte pas. Je ne supporte pas les insultes en hémicycle, je ne supporte pas qu'on me dise que je suis une secte, je ne supporte pas qu'on me dise que je suis un programme pour les riches. Et voilà, on n'a pas le droit de dire ça pour moi. Je ne supporte pas qu'on me dise vous allez voir la rue. Je suis un démocrate, quand on est en hémicycle, on est tous démocrates, on a tous été élus. Je respecte mes collègues de la France insoumise et je suis prêt à discuter avec eux, mais je crois qu'ils font fausse route dans l'expression de ce qu'ils sont en train de faire. Je crois qu'ils sont un peu perdus. Voilà, je ne conçois pas, je ne vois pas où ils peuvent être. Okay. Je n'ai pas changé d'idée, il faut réformer l'État. Il faut réformer, nous devons réformer le système de l'impôt, nous devons réformer énormément de choses, réformer l'administration, redonner des caps différents, ce que nous avons fait. On ne peut pas le faire sans les citoyens, sans tous les citoyens. Là, nous découvrons qu'une part des citoyens n'était pas dans le bateau, et il faut aller les chercher. Et bien, on s'interrompt et on va les chercher. On va essayer de faire tout ce qu'on peut pour aller les chercher. J'espère que ça va bien se passer. Mais c'est exactement ça qu'on est en train de vivre. Maintenant, il faut qu'on se parle, il faut qu'on arrête la violence, il faut qu'on arrête les refus de discussion, il faut qu'on arrête tout ça et qu'on reparte sur des nouveaux contrats civiques qui permettront à ceux qui n'étaient pas dans le bateau de rester et à comprendre, pas forcément à ce que tout soit facile, pas forcément à ce que toutes les revendications qui sont souvent contradictoires soient honorées, mais nous devons nous remettre ensemble et refaire ce pacte civique et ce contrat social que nous avons perdu dans les dernières années en France. Il faut arrêter la violence. Tous ceux qui peuvent avoir des façons de faire comprendre aux gens que la violence n'a jamais servi à rien, doivent le faire savoir. Il faut venir exprimer ces conflits, oui, il faut venir exprimer ces conflits à son député, comme ça vient d'être fait par certains d'entre vous. Par contre, il faut arrêter la violence parce que la violence, c'est la foule, c'est aveugle et c'est la mort d'une nation. Donc il faut arrêter cette violence et il faut retrouver les espaces que nous avons communiqués, nous avons discuté. J'espère que ce que nous venons d'essayer de faire tous ensemble y contribuera. Je reste bien évidemment, je le dis très souvent, je réponds à tous mes mails, donc n'hésitez pas à continuer à m'écrire. Je ne réponds pas le lendemain matin quand j'en ai 25 ans, mais je réponds à tous mes mails de façon précise. Plus qu'avec tweet, je suis énigmaire, donc si vous pouvez plutôt m'écrire un mail qu'un tweet, je préférerais, je serais plus à l'aise pour vous répondre de manière constructive. Et en tout cas, je vous remercie à tous ceux qui ont passé du temps, qui ont marqué l'intérêt des Français de la 16e circonscription pour notre pays et notre nation. Merci. À bientôt.